Good. Donc, 4 minutes, on a intégré 183 personnes. Je commence sans plus tarder. Donc, je devrais, si je me sens en forme, là, cadrer tout ça dans à peu près 1 heure de présentation. J'ai beaucoup de photos parce que je ne suis jamais capable de bien couper. Je les trouve toutes belles, toutes intéressantes, mais je vais essayer quand même de passer rapidement pour que ça soit pas trop laborieux pour vous. Et puis, sachez quand même qu'à la fin, on aura une version enregistrée. Donc, si pour X raison vous devez quitter, là, on vous envoie de toute manière un rappel qui vous permettra d'accéder à ce lien de la conférence enregistrée. Donc voilà, c'est la grosse technologie chez Caravanier. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Et je vous mets en attente 2 secondes. Pardon. Julie, est-ce que tu vois le plein écran ou tu vois mes prochaines Oui, photos? non, je vois tes prochaines photos. Ah merde! Oh, pardon, les mauvais mots. Juste un instant, on continue à laisser entrer les gens pendant que je corrige le tir. C'est ça, ça va bien aller, comme on dit. Et là, C'est tout non? bon. C'est le plein écran, là? Oui, tu peux y aller. OK, super. Parfait. Donc, bien, les rocheuses. Attendez, j'essaie juste de... Parfait. Alors, d'abord et avant tout, notre équipe. Alors, Carvanier existe depuis 1998. Carvanier a été fondé, constitué par des passionnés euh, d'aventure, des passionnés de plein air. Et puis, je pense que l'âme, après 23 ans, bientôt 24, n'a pas vraiment changé. C'est celle de plusieurs guides qui ont mis la main à la pâte, qui ont mis leur âme, qui ont mis vraiment leur capacité, leur connaissance du monde, de leur partie de la planète. Alors aujourd'hui, mais il faut quand même savoir qu'on est une petite équipe. Ça reste que c'est une petite équipe à l'échelle des agences. On est quoi, à peu près 6-7 au bureau, plusieurs à temps partiel qui guident à travers le monde. Mais on n'a pas perdu, je pense, à travers tout ce temps, cette vraiment de partager notre connaissance à travers le métier de guide. Et puis, c'est d'abord et avant tout des guides qui vous parlent et qui construisent et rêvent ces voyages. Donc, ça, c'est vraiment la particularité de Caravanier. Moi, bon, j'essaie d'en parler le mieux possible, mais je suis le petit dernier de l'équipe. J'ai intégré Caravanier en juin 2021, suite à toutes sortes de petits changements pendant la COVID qui m'ont mené à intégrer cette belle équipe-là. Avant ça, j'étais 10 ans à la tête de Terra Ultima. Donc, voilà. Mais on peut dire quand même que que j'ai été longtemps dans ce domaine et puis que maintenant, j'amène toute cette connaissance-là que j'ai pu acquérir dans cette équipe-là de passionnés. Et puis, je peux vous dire que je ne suis vraiment plus le seul. Ce soir, donc, je vais continuer avec planétaire. Donc, en fait, nos engagements aussi, Caravanier a, oui, voyager, mais aussi agir. Ce sont un peu les deux verbes d'action qu'on se donne fondamentalement. Donc, étant donné l'ampleur de l'impact tourisme à travers le monde, on essaie de compenser de la manière la plus raisonnée et raisonnable à travers quelques initiatives. Donc, entre autres, tous les voyages ont une compensation d'1% qui est faite pour 1% pour la planète, donc dans des initiatives ciblées de manière justement à balancer l'équilibre carbone. Planétaire aussi, une contribution qui est exigée aux voyageurs, très importante aussi. Donc, ça fait quand même des fonds, des sommes qui sont réinvestis justement pour un peu limiter tout ça, mais on y met vraiment notre cœur et notre âme parce que pour nous, voyager, c'est un privilège et puis bon, ça devient
en soi nécessaire. Leave No Trace, toujours dans notre approche, évidemment, qu'on est dans un contexte de plein air, donc c'est-à-dire de laisser le moins de traces possible. On l'a vu dans toutes sortes d'histoires de tourisme un peu partout dans la province dans les 2 dernières années de la pandémie. Là, disons qu'on est très loin de notre philosophie par rapport à ça. On le fait même dans les endroits les plus éloignés, en haute montagne, etc. On essaie vraiment de s'engager et même les guides sont formés et sensibilisés à l'approche Leave No Trace, là, qui est un organisme mondial. Donc, voilà un peu pour nos engagements. Ce soir, Canada. Canada, c'est une belle histoire. En fait, le Canada, on l'a redécouvert, comme bien des gens, je pense, dans le contexte un peu de la pandémie, quand le voyage était limité, quand il n'y avait plus beaucoup d'options. On l'a repensé. Donc, en 2020, fin 2020, à peu près, au fin de l'été 2020, on s'est dit, bon, mais comment on peut repenser les Rocheuses, aller vers quelque chose qui va dans l'esprit de Caravanier. C'est toujours un peu la quête de l'originalité, d'aller un peu vers, pas mal vers l'inédit, aller où les sentiers moins fréquentés. Ce souci-là marque tous les voyages de la gamme qu'on a à l'international. Et il fallait penser les Rocheuses comme ça. Donc, ce soir, c'est 3 pôles que je vous présente, mais qui sont le fruit de soit beaucoup d'expérience des guides, principalement, de repérage qu'on a fait aussi. Puis personnellement, bon, c'est sûr, j'ai une petite une expérience qui date de plusieurs années là, dans les Rocheuses. Donc, on a tous ensemble collaboré là, pour arriver à faire ou améliorer les 3 voyages que je vous présente ce soir. Donc, moi, mon petit historique rapide là, des Rocheuses ou de ce que j'ai dit, on peut le voir ici, mais j'ai eu l'occasion de guider et d'encadrer des groupes dans les Rocheuses pendant 3 saisons consécutives à temps plein en vivant à Kenmore, donc de 2008 à 2010. Puis après ça, je suis toujours retourné de manière sporadique pour guider des groupes quand ça donnait, ou des fois, on avait des demandes particulières. Et je suis retourné officiellement en 2020 et 2021, et puis certainement en 2022. Ça, c'est dans mon cas, moi, le présentateur, mais il faut savoir que dans l'équipe, on a aussi Mariana, on a Marie-Josée, on a Julie, on a Carole et Lucie qui ont contribué par leur expérience, par leur connaissance du terrain à la construction des itinéraires que je vous présente ce soir. Au niveau des exigences, il faut savoir que l'Ouest canadien, ce sont principalement des parcs provinciaux et nationaux. Donc, ce sont des parcs qui sont régis par des instances qui contrôlent, limitent et encadrent d'une certaine manière le tourisme, les visiteurs et les marcheurs. Pour encadrer des groupes, donc de le faire dans un contexte guidé, ce que nous, on vous propose évidemment ce soir, plusieurs exigences sont demandées, entre autres 2, surtout celle de IGA, donc Interpretive Guides Association, qui est une accréditation donnée par Parc Canada qui vous valide en fait vos connaissances par rapport à la gestion d'un groupe dans les parcs, par rapport à la connaissance du terrain, de la faune, de la flore, etc. Donc, qui vous qualifie comme étant un bon interpretive guide, donc un guide d'interprétation dans les Rocheuses. Donc ça, c'est le premier, vraiment la base qu'il faut avoir pour pouvoir guider là-bas. Dans certaines circonstances ou type de terrain, la CMG va devoir est une exigence aussi. Donc, le hiking guide de la CMG, quand on sort des sentiers battus, quand on sort des sentiers tout court, eh bien, c'est une exigence aussi au niveau des guides. Donc, nous, quand les voyages le demandent, on va assurer d'avoir des guides qui ont cette accréditation-là. Et conséquemment aussi, Sirius Med, qui est un organisme ici au Québec, qui forme tous nos guides en premiers soins en région éloignée. Donc, on va demander des standards entre le 40 et 80 heures qui correspondent quasiment à un premier répondant. Alors, ça, pour nous, c'est vraiment important de mettre les standards nécessaires pour être 100% légal et pertinent, je le dirais comme ça, dans les parcs nationaux. Et puis, il faut savoir aussi que globalement, Caravanier fait partie de Aventure Écotourisme depuis des années, ça remonte, je pense, autour de 20 ans. Et Aventure Écotourisme Québec assure que
l'agence, l'entreprise ait tous les standards d'encadrement dans le cadre de voyages d'aventure. Donc, ça, c'est le petit côté autorisation, mais ça pour dire que finalement, on ne peut pas s'improviser guide dans les Rocheuses. On est dans un pays contrôlé, organisé, donc ça demande ça. Et puis ce soir, moi, je suis fier de vous dire que nous, et ce que quelques partenaires guides ont ces certifications-là et on ne parle pas à travers notre chapeau. La formule maintenant. Donc là, c'est le tronc commun là, des 3 voyages. Donc, vous voyez cette belle vanne un petit peu sale à l'arrière. Donc, c'est un voyage en mode road trip, globalement. Ce sont des voyages où on se déplace principalement. En fait, les 2 premiers, Rocheuse Sauvage, ce soir que je vous présente, Dolce Vita, puis Wells Grey, on va voir que c'est un peu moins dans cet esprit-là, c'est plus en itinérance à pied. Mais pour les 2 premiers, on est 100%, j'aime ça dire ça, là, 100% autonome par le fait qu'on a une vanne et une remorque pour traîner tous nos bagages, nos équipements. Donc, un guide chauffeur, dans certains cas, on a un second guide ou après un certain nombre de participants, un second guide va venir se joindre à l'équipe. Et donc, ça fait que notre bulle, disons-le de même en termes covidiens, là, ben, on a la liberté de faire les randos qu'on veut à la journée quand il n'y a pas d'autres exigences comme prendre un vol en hélicoptère, par exemple. Alors, par la connaissance du terrain, par la météo, par l'adaptation aux participants, on a cette flexibilité-là de bouger quand on veut. Donc, ça devient un peu notre petit camp de base roulant. Et ça, pour moi, c'est un gros synonyme de liberté dans les Rocheuses. Il n'y a pas d'intervenants externes ou très peu d'intervenants externes. Voilà. Service client, une photo. Non. Donc, tout au long, c'est service client et participation. Donc, ça me rappelle 2 choses parce que, bon, il y a moi qui sers du thé, oui, mais en arrière, il y a des participants au voyage qui collaborent à l'élaboration de petites tâches, comme entre autres les lunchs le matin. On va être dans des lodges des fois. Eh bien, on fait la cuisine nous-mêmes. Alors, il faut participer à l'élaboration des repas, à servir, monter la table, desservir, faire un petit peu d'entretien. Donc, au Canada, dans le contexte du coût de la vie de l'Ouest, bref, du pays au complet, on n'a pas des équipes aussi élaborées qu'on pourrait en avoir au Pérou, au Népal ou ailleurs. Donc, c'est un voyage que moi, je qualifie de participatif, évidemment sur une base volontaire. On ne va pas tordre le bras à personne, mais on va peut-être vous regarder avec des yeux méchants. Mais en gros, c'est qu'on veut que les gens contribuent. Puis l'idée de tout ça, en bout de ligne, c'est des vacances. Oui, vous allez me dire, que vous n'allez pas non plus revenir de là bien fatigué, mais on veut décrocher. On veut décrocher notre réalité, on veut décrocher peut-être de notre job, peut-être de la COVID qu'on entend aux nouvelles tout le temps. Alors, quand on est toujours un peu comme ça, occupé, quand on participe à une espèce de bien collectif qui est notre voyage, tout le monde est un peu metteur en scène, ben pour moi, ça fait en sorte que, justement, on arrive à cette finalité-là. Fait participatif, et je le dis, que ce soit pour le voyage Rocheuse Sauvage ou même le Dolce Vita, qui se veut être un voyage en grand confort ou du moins dans des environnements qui sont un petit peu plus luxueux. Non, c'est pas vrai. Oui, parfait, on va en profiter, mais n'oublions pas que c'est nous qui construisons notre trip. Puis si tout le monde met la main à la pâte, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est collectivement meilleur. Des petites scènes comme ça pour la formule repas. Donc, oui, on va avoir des restaurants des fois. Oui, des fois, dans les hébergements, il y a des déjeuners qui sont fournis. Mais principalement, du moins pour les midis, c'est en mode lunch. Donc, on est en mode lunch de tous les types, tous les lieux. Mais comme vous voyez sur les 4 photos, ce sont des lunchs qui sont pris à quelque part d'inventer, qu'on décide au milieu d'une randonnée. Donc, pour ça, ça nous permet d'aller vers un peu plus de diversité, aller chercher des produits locaux, bref, avoir cette grande, je vais le redire, flexibilité-là, parce qu'on partage les charges dans les sacs et puis on a la liberté de manger où on veut, où on est inspiré. Puis à chaque fois, c'est des sites ou des lieux qui sont peu banals. Donc ça, c'est pour les lunchs. Puis le soir, c'est une formule aussi participative, du moins dans les Rocheuses Sauvages, puis un peu dans Dolce Vita, où les guides vont travailler fort pour l'exécution des repas, faire vivre une expérience qui est sympa, mais même chose,
on va souvent être en mode épicerie, grande glacière, frigo, etc. Puis on va contribuer à l'élaboration de nos repas parce qu'on pense qu'en bout de ligne, c'est une grosse plus-value que de tout le temps se retrouver en restaurant, attendre le service, lire la carte, le protocole, etc. Des fois, on va se le permettre. Des fois, il y a des lodges qui vont faire bien mieux que nous, puis on va en profiter. Mais globalement, cette touche-là par rapport au voyage va être pas mal présente. On se concentre sur les 3 voyages que je présente ce soir. Donc, j'espère que vous n'êtes pas daltonien parce qu'il y a des étoiles qui ont 3 couleurs. OK? Donc, Rocheuse sauvage chez les vertes, c'est le premier voyage que je veux présenter. Donc, c'est un voyage qui est plus concentré sur la chaîne principale des Rocheuses. Donc, quand on regarde globalement l'Ouest canadien, on se concentre principalement sur 2 provinces. Donc, l'Alberta, à droite ou à l'est, et la Colombie-Britannique à l'ouest. Et c'est séparé par la chaîne principale des Rocheuses. Donc, c'est là où il y a les montagnes les plus hautes, c'est là où il y a la division des eaux, etc. Et ça, c'est vraiment la ligne là, des étoiles vertes, pour faire ça simple. Okay? Donc, le parc de Banff, le parc de Jasper sont les 2 grosses icônes. Un petit peu moins connu, mais tout autant intéressant, le parc de Yoho et le parc de Kootenay. Donc, ce sont les 4 grands parcs nationaux qui vont longer d'un bord ou l'autre la chaîne des Rocheuses. Donc, quand moi, dans ma tête, je dis Rocheuse, c'est cette chaîne-là en particulier. Parce que quand on va être du côté Colombie-Britannique, on a plusieurs autres petites chaînes ou grandes chaînes qui sont réparties sur toute la province. À savoir d'abord la chaîne des Monts-Columbia, les Selkirk un petit peu plus haut, et si on va continuer vers l'ouest, on aura la chaîne centrale et la chaîne coastal, la chaîne côtière, qui est en bord de mer. Donc, ça, c'est un voyage qu'on présente demain. Mais donc, il faut comprendre que les Rocheuses, ce n'est pas toutes les montagnes qu'il y a dans l'ouest du pays. C'est principalement la chaîne de montagnes qui divise les 2 provinces. Okay? Donc, je vais tout parler de chaîne de Columbia, qu'on va être pas loin de Revelstoke, qu'on va être pas loin de Fernie et du côté Colombie-Britannique. Voilà. Alors, le Rocheux sauvage, c'est principalement ça, la concentration géographique. Puis, on va aller dans le coin du mont Robson, pas dans le parc, mais tout à côté, pour un séjour en refuge. Donc, on voit tout au nord. Donc, on va faire la Icefield Parkway à 2 reprises, la regarder de tous les angles, tous les bords. OK? Donc, en fait, c'est un peu comme transcender les classiques, mais avec notre regard, notre expérience, pour justement pas trop rentrer dans les classiques, dans leur côté un peu banal. Le Dolce Vita, ça, c'était vraiment un voyage qui a été construit par des guides, par leur expérience, etc., qui ont voulu aller revoir peut-être les parcs un peu moins connus. Entre autres, Waterton, tout au sud, puis Yoho, mais Yoho dans sa frontière. Là. On est vraiment aux abords de Yoho, donc on est dans les étoiles qui sont autour de rouge, autour de Revelstoke. Puis on va ajouter aussi à ça le parc national de Glacier, donc autour de Roger Pass. Donc, ce sont, à mon avis, des grands mosques canadiens, mais avec un angle Dolce Vita, comme Caravanier sait le faire un peu partout dans le monde, beaucoup en Europe. Un Dolce Vita assumé à 100 %, donc à travers l'hébergement. Donc, ce sont des hébergements vraiment de chambre ou qui se distinguent par leur lieu géographique, puis par aussi l'extrême difficulté de réservation parce qu'ils sont tellement en demande. Donc, vraiment, on a une attention très, très particulière dans le Dolce Vita pour l'hébergement et toujours la finalité du voyage qui se fait en immersion, en refuge privé et on va y aller même en hélicoptère dans ce cas-ci pour vraiment être dans l'isolement total géographique. Puis, Wells Gray, qu'on voit avec les étoiles bleues, donc on est plus sur le centre de la Colombie-Britannique, à partir de Kamloops. On se dirige au nord vers Clearwater et un petit peu plus au nord encore pour le parc provincial de Wells Gray. Ce voyage-là, particulièrement comparativement aux autres, il est vraiment, on se déplace à Clearwater, puis après ça, c'est 8 jours de trek en déplacement et ensuite étoile, on rayonne. Et donc, il n'y aura pas de dynamique de voiture, de déplacement en véhicule. C'est vraiment une immersion dans le territoire. Et là, on est vraiment dans une autre géomorphologie, je vous dirais, plutôt d'origine volcanique, contrairement à la chaîne principale des Rocheuses. Et ensuite de ça, bien érodée par toute la glaciation qu'il y a pu y avoir depuis
depuis longtemps. Voilà. Rocheuse sauvage, j'entre dans le sujet. Donc, l'idée de Rocheuse sauvage, c'est de faire un voyage en hébergement. On dit dans le milieu, j'ai ça, ce mot-là, on dit en dur, là, c'est-à-dire qu'il y a un toit dur en haut de notre tête. Ce n'est pas une toile de tente. Donc, il n'y a pas de camping dans la Rocheuse sauvage. Il n'y en a pas aussi, évidemment, dans le chez Vita, mais, et non plus dans Wellsgrave, vous allez me dire, mais le Rocheuse sauvage, par rapport à Dolce Vita, on va aller chercher plutôt des auberges et des refuges. Donc, l'hébergement vraiment le plus accessible possible. Je parle bien en termes de coût, parce que les Rocheuses, ça coûte cher, c'est contingenté, c'est limité. Alors, on s'est dit, OK, comment faire ça? Alors, on a misé, et je vous dis, et je l'assume complètement, sur les auberges de jeunesse. Alors, tout le monde a encore la fibre jeunesse dans sa tête, j'en suis sûr. Mais quand tu regardes ça, finalement, tu te rends compte, Colin, c'est superbe, ces hébergements-là, puis on est super bien. Puis les chambres, les lits sont de qualité. Puis finalement, ils sont dans des endroits qui sont incroyables. Comme ici à Canmore, on est complètement dans la forêt, qui nous offre une vue incroyable sur les Three Sisters. Donc, pour moi, ça avait toute une valeur de miser là-dessus et ce qui me permet aussi de réduire mes coûts, toujours une petit enjeu, parce qu'on a des cuisines communes super bien équipées qui vont nous permettre de nous improviser des repas tout en gang le matin et le soir. Donc ça, tout au long de ce voyage, on va être dans ce type d'hébergement-là ou en refuge, comme je l'ai dit, à part quand on va être à Banff puis à Sunwapta, où là, on va être en lodge ou en hôtel. Donc, vous voyez, c'est quand même un voyage qui est relativement confortable et qui nous permet d'avoir un angle un petit peu plus collectif, disons, par le fait qu'on va tous pas mal bien participer à cette formule-là. Donc, à partir de Canmore, donc on s'est dit aussi immersion directe. Calgary, on le met de côté. Si vous voulez y aller ou arriver d'avance pour visiter, pas de problème, on peut booker les vols en arrivant plus tôt. Mais nous, c'est immersion directe parce que c'est ça qui est merveilleux. Les vols arrivent en après-midi, souvent dans les Rocheuses. On a 1 heure et quelques de route pour aller à Canmore. Et souvent, on arrive un peu au coucher du soleil ou en fin de journée. Puis on a cette couleur magique là, sur les champs du foothill. Et à un moment donné, les Rocheuses se dévoilent à nous à l'horizon. Et ce moment d'immersion direct entre je pars de l'aéroport de Montréal et je rentre direct dans le vif du sujet, pour nous, ça, c'était super important. Puis Canmore, c'est quand même une ville qui bouillonne au niveau du plein air, au niveau de tous les sports, adrénaline, etc. Puis on trouvait que c'était un beau petit camp de base pour commencer notre immersion dans les Rocheuses. Puis aussi parce que nous, quand tu travailles dans les Rocheuses, tu résides à Canmore, c'est souvent l'endroit qu'on arrive à connaître le plus. Donc, on va essayer de vous donner cette touche-là un petit peu plus local, en toute humilité. Regardez Canmore sous l'angle des gens qui y vivent ou qui avons vécu, disons. Les has-been. Voilà. Donc, autour de Canmore, 3 grands classiques. Arling, Grotto, Lady McDonald. On décidera le matin vers quoi on s'en va, mais il faut savoir que l'hébergement à Canmore est au pied des pistes de Grotto, donc ça se peut certainement que ce soit là-dessus qu'on s'aligne. Donc, sur cette photo, certains qui m'écoutent se reconnaissent. Quand on dit transcender les classiques, oui, parce que ça a été ça l'ancien nom de ce voyage. On a fusionné nos idées récemment, mais on voit quand même quelques classiques. Morin Lake, Lake Louise pour un petit apéro de fin de journée. Quoi d'autre? La Icefield Parkway ou la route des glaciers. Donc, des lacs comme ça, c'est des icônes canadiens. C'est le bill de 20$ des années 70. Il fallait y aller. Mais on s'en sert comme un tremplin vers la randonnée qu'on veut faire. Donc, on va se concentrer plutôt sur Sentinel Pass, une boucle linéaire où il y a plusieurs options qui sont proposées à la journée qui vont nous faire une superbe immersion tout de suite dans les Rocheuses. Fin de journée, Lac Louise, avec son superbe glacier Victoria, donc le mont Victoria là, qui fait 3460 mètres, un mur littéralement. Ça reste que, comme la Tour Eiffel, c'est beau, il faut le voir, mais on n'y passera pas 3 jours. Donc, on va aller faire notre photo sur le lac Louise. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ça, c'est dans le temps. On allait au lac Louise faire de la randonnée. Maintenant, on a décidé de le sortir de l'itinéraire. On va plutôt aller faire
apéro au Magic Light de fin de journée pour aller prendre des belles photos. Auberge de Lake Louise. Donc, pour vous donner encore un petit retour sur l'ambiance que c'est. Quand il fait beau, hein, quand il fait beau dans les Rocheuses, là, by the way, là, puis là, c'est valable pour toutes les 3 destinations, c'est quand même une température de jour peut-être autour de 18-20 degrés. En fin de journée, ça descend rapidement autour de 10-12. OK? Fait que souvent, on a les doudounes sur soi. C'est sûr que si on pousse la saison un petit peu plus loin qu'habituellement, c'est-à-dire juillet-août, donc si on va un petit peu au début, en juin ou en septembre, on va être plutôt sur des températures qui tendent déjà vers un début d'hiver, ou en tout cas du moins d'automne. Alors, ça pourrait être autour de, je ne sais pas moi, 15, plus 15 degrés la journée, puis en fin de journée, 10, 8, 10 degrés. Fait que c'est plus frais, mais ça reste que pour faire de la rando, selon moi, c'est le best, c'est le meilleur temps, température. Et c'est aussi une période de l'année qui est peut-être moins achalandée en termes en tout cas, du moins pour les périodes, tous les départs qu'on a vers la fin août, là, c'est vers la tendance où ça réduit en achalandage. Et les autres départs qu'on a en juillet, parce qu'on en a 2 en juillet, un en début août, eh bien, par l'originalité, souvent des itinéraires, l'achalandage est peu un enjeu. Je reviens avec mon idée des repas qu'on se fait. Quand je vous dis qu'on peut bien manger tout en gang, sans nécessairement toujours aller au resto, puis avoir cette flexibilité-là de faire un peu ce qu'on veut, bien, dans les auberges de jeunesse, il y a vraiment de quoi faire. Puis encore une fois, accrochez pas sur le nom auberge de jeunesse. Allez-y avec le terme anglais HI. C'est plus facile. C'est vraiment des superbes hébergements dans des endroits incroyables. Fait que, mais juste plus basique au niveau des services. La faune, donc tout ça, ça a été pris sur 12 ans de voyage dans les Rocheuses. Donc, la faune, elle est quand même pas mal plus abondante et fréquente à observer qu'au Québec, entre autres. Là. Je connais plein de Québécois qui n'ont jamais vu un orignal. Dans les Rocheuses, disons que c'est pas mal plus fréquent. Donc, je dirais, dans un voyage de 12 jours, on a la chance de voir l'échantillonnage que je vous présente. Donc, on a vu le Big Orange Sheep, là, le mouflon des Rocheuses canadiennes. On a ici la Rocky Mountain Goat, un icône, cette chèvre blanche, qui est relativement rare à voir, mais que finalement, on se fait surprendre souvent. Dans Waterton, pas mal plus de probabilité de voir les orignaux. Sur le long de l'Icefield Parkway, spécifiquement à Edith Cavell, des fois, on fait des arrêts là, on remonte vers le nord, aller voir les caribous. Là, on le voit, il est un peu affolé. Là. Ce sont tous des photos personnelles. Hein? Fait que j'ai pas pris des e-stock et tout là, pour qu'on rêve là, de photos de faune incroyables. L'ours noir, donc ça, j'ai pu en prendre une photo, mais vous remarquerez que, hop, j'ai pas de photo de grizzly. Donc, est-ce un bon signe? Peut-être. Ou du moins, celle que j'avais était tout floue parce que j'étais sur le bord de me cacher. Donc, le grizzly est certainement l'animal mythique là, qui anime peut-être le plus l'imaginaire. C'est réellement un enjeu de sécurité dans les Rocheuses, mais ça, on se fera un plaisir de vous expliquer toute la prévention qu'on aura par rapport à ça. Certains équipements aussi qu'on a, comme le poivre de Cayenne, le pepper spray. Toujours bien important de bien orienter en fonction des vents. Hein? Donc, plusieurs paramètres avant de faire un tir. Alors, le jour où ça t'arrive vraiment, puis que tu as un grizzly d'en face, ça prend un sang-froid. Et ça, nous, les guides, on en regorge. J'ai déjà poivré des clients parce que le vent est revenu vers nous. Et bon, ça fait partie des mythes. Ça fait partie des bons souvenirs après quelques années. Voilà. Donc, faune. Maintenant, les treks, on continue sur l'angle des randonnées. Donc, dans le voyage rocheuse sauvage, on a 2 immersions en refuge. Donc, 2 treks un peu en itinérance. Itinérance dans le sens plus, on part avec nos équipements de base et puis on va se planter dans un refuge, puis après ça, on rayonne. Okay? Donc, on a ça d'abord dans le parc de Yoro, où le parc de Yoro reconnu pour la chute, sa grande chute Takakao. Donc, certainement une des plus hautes chutes qu'on a dans les parcs nationaux. Quelques treks incroyables, donc vraiment des grands classiques là, de l'Ouest, entre autres ici la Ice Line, donc la ligne des glaces. Finalement, on peut voir que le glacier, bon, avec le temps, a reculé comme un peu tous les glaciers des Rocheuses, mais qui a laissé cette ligne entre la roche et la glace, c'est un peu le principe de ce rando,
qui nous offre un paysage incroyable, incroyable vraiment, sur tous les mers de glace du parc de Yoho. Au loin ici, les chutes Takakau. Et ces moments du midi comme ça, où on rit bien. Donc, 2 voyageurs qu'on a eus l'année passée avec qui on a bien... des moments comme ça, spontanés, où on s'arrête sur une roche, on dîne là, on regarde le paysage, on rit. C'est ça aussi l'esprit. On n'est pas vraiment dans un esprit de performance ou de dire je fais tant de dénivelé, tant de marche, tant de kilomètres. On est vraiment dans le but de découvrir le territoire. Des fois, évidemment, ça demande des efforts, ça demande d'être bien préparé, ça demande d'être un randonneur assidu, randonneuse assidue, mais c'est globalement accessible à tous qui pensent que la capacité et la volonté d'être actif finalement pour faire cela. Quelques petites photos Instagram pour son gram, updater son gram. Donc, ici, le petit ridge, il faut savoir que ça, c'est complètement une composition. C'est une petite crête sur une moraine latérale qui mène vers nulle part. Et je suis sûr que vous avez vu ça dans vos photos. Plusieurs personnes se prennent en photo là, dont moi. Et finalement, c'est vraiment une déviation du sentier principal. Donc, ça n'a aucun but d'aller là, sauf que de se prendre une superbe photo. Et là, Moïse qui m'écoute, il n'a pas fait aussi beau que ça cet été, ou du moins qu'on était là. Donc, il faut savoir que j'ai pris une mosaïque de photos qui essaie de représenter quand même tout le type de température qu'il peut y avoir dans les rocheuses. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont prises vers, entre les groupes que j'ai guidés, moi, étaient plutôt vers la fin de l'été, donc des fois des neiges hâtives en altitude au-delà de 3000 mètres. Voilà, des ambiances comme ça un peu mélancoliques dans Yoho que j'adore. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est se poser 2 nuits dans le refuge de Stanley Mitchell qu'on voit ici. Donc, encore une fois, là, la possibilité de louer ce refuge-là, c'est vraiment limité. Donc, ça, c'est l'avantage aussi de partir avec nous, c'est qu'on peut prendre des endroits comme ça qui ont du charme, qui sont uniques, puis qui sont difficiles d'accès à tous les sens. Là. Alors, on va se planter là 2 nuits, s'installer. Si vous voyez, c'est des dortoirs, là. Sac de couchage, petit matelas, et puis on a une belle cuisine, belle salle commune, gros foyer, et ça nous permet justement de recréer notre ambiance de vie de montagne. Et c'est ça l'âme profonde de ces rocheuses sauvages. On va rayonner à partir de là. Donc, vous voyez, on est au bout de la Iceline, pas loin de Twin Falls, et de là, on peut rentrer plus loin dans le parc et aller vers une région pas mal plus élevée en altitude, pas mal plus, j'allais dire remote, là, mais éloignée, et puis aller dans cette région, donc qui est plutôt vers la frontière nord là, du parc. Donc, c'est une boucle qu'on va faire plutôt à l'est, puis après ça, on va revenir par Twin Falls, Takakau. Donc, c'est une grande boucle avec 2 nuitées dans le parc de Yoho. On va quitter Yoho, on va remonter vers le nord. On est encore à réfléchir quel hike on va faire dans ce coin-là, autour de Lac Louise, Peyto qu'on voit ici. Donc, voilà, s'il y a des questions, des suggestions, on est preneur, mais on est à regarder quelque chose le long de la Icefield Parkway qui est pas mal plus original que les classiques qu'on peut faire. Il y a trop d'idées, il faut juste trancher pour voir aussi au niveau du timing. Mais bref, même cette création-là peut être faite spontanément en fonction de l'esprit du groupe. Donc, on garde un peu le buzz voyageur, où on a cette liberté-là de décider, puisqu'on n'a pas besoin de réserver un sentier, pas besoin de réserver la vue sur un lac. Et donc, voilà. Donc, puis même à 12 ou à 10, dans le cas des rocheuses sauvages, c'est le groupe maximum qu'on a, ben, on est capable d'avoir cette flexibilité-là. Peyto Lake, qu'on vient de voir, qui est un des superbes lacs canadiens. Ici, on est sur Parker Ridge, donc c'est aussi une possibilité qui nous permet d'aller voir le superbe glacier Saskatchewan qu'on voit ici au nord, vers le nord de Parker Ridge, qui est le plus grand glacier des Rocheuses, malheureusement qui recule énormément comme son voisin au pied du mont Athabasca. Donc, le glacier Athabasca qui recule, mais de manière alarmante. Alors, c'est qu'on se pose la question des changements climatiques, du réchauffement planétaire, etc. C'en est un témoin vraiment live là, du recul des glaces, du réchauffement global. Et vous voyez, même sur le site, ils mettent des dates avec des bornes
Donc, le glacier allait jusque-là en 1948, allait jusque-là en 52, puis là, ça recule comme ça. Moi, la première fois que je suis allé dans les Rocheuses, c'était en 98, j'avais 20 ans, c'est un trip initiatique. Je me souviens très bien du glacier où il était en 98, on voit encore la borne, puis maintenant en 2021-22, à l'échelle d'une petite vie comme ça, le recul est incroyable. Puis en plus du recul, c'est l'épaisseur qui, là, m'a vraiment marqué récemment. Donc, ce glacier, une autre raison d'aller dans les Rocheuses prochainement, c'est pour voir le glacier à Athabasca. Les chutes de Sunwapta, donc différents sites finalement comme ça qui sont des petits pit stops qu'on fait, puis que là, on est plus en mode transition road trip parce qu'on s'en va vers le nord, vers le Mont Robson. Dans les hébergements, plusieurs hébergements, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, ou du moins nos partenaires, ça fait très longtemps. Il y en a certains que ça remonte à 13-14 ans, où on les connaît et on est toujours bien accueillis. C'est la photo pour dire ça. On n'est pas dans l'anonymat, loin de là, surtout ici à Sunwapta Lodge. La bouffe, donc c'est pas les guides qui cuisine, eh bien, on sélectionne des petits restos sympas où on est dans mode repas, comme ici à Sunwapta ou dans d'autres hébergements ou dans d'autres petites villes. Donc, j'ai quand même, là, je parle au jeu, là, parce que je trippe, mais je suis sûr que l'équipe au complet a cette finesse-là d'être un peu ou pas mal épicurien. Donc, on aime les bonnes adresses, on aime bien manger. Puis dans les Rocheuses, et là, je ne veux pas te faire de blagues poches sur les Canadiens anglais, mais ils ont des bonnes choses. Ils ont des excellentes choses et puis ça s'émancipe d'année en année. Donc, on a des très bonnes tables avec des produits plus de l'Ouest, comme certains poissons, entre autres, les viandes AAA, Angus beef, whatever. Donc, puis dans tout ce qui est fusion, bouffe un peu plus végé, vegan, donc ça bouillonne dans l'Ouest. Alors ça, on va exploiter ça aussi dans les arrêts urbains qu'on aura durant ce voyage. On arrive au trek. Donc, Rocheux Sauvage culmine par une immersion en forêt, donc en backcountry, là, en arrière-pays. Je ne sais pas si je peux traduire comme ça. Donc, on sélectionne un minimum d'équipement pour chacun. On a toute la nourriture qui est gérée par le ou la guide, et puis on met ça dans un hélicoptère et tous les bagages sont amenés à bon port au refuge. Nous, on part, on prend nos voitures. On est dans le coin de Valmont, dans ce coin-là. On est vraiment dans une Colombie-Britannique forestière, c'est-à-dire de forestiers, de gens qui travaillent la terre. Donc, c'est beaucoup des trails de coupe à bois. Et donc, il y a une trail de coupe à bois qui nous permet justement d'accéder à un sentier qui, lui, va nous mener à ce refuge au bout de 8 kilomètres. Et on se sent vraiment perdu parce que le sentier, au début, on le voit, à un moment donné, on le voit plus trop. Puis à part les ours, puis quelques randonneurs, il n'y a pas grand monde qui tape la trail. Donc, je dis les ours parce que oui, il y a tellement de bleuets dans ce coin-là que ça attire l'ours qui est en perspective d'hibernation. Alors là, à ce moment-là, on sera en mode prévention. On va faire des bear shouts, on va avoir sifflet, faire du bruit, parler. Ce sont toutes des petites méthodes qu'on aura pour s'assurer de notre sécurité. Mais il faut savoir que l'ours vit dans une certaine tranche d'altitude et puis que nous, notre refuge est plus haut, donc ça limite. Il n'y a jamais de risque zéro, hein, mais ça limite le tout. Puis, par notre simple présence bruyante, etc., les grizzlies ne sont pas dans l'attaque. On n'est pas avec des ours polaires dans ce cas-ci. Bref, jamais réellement vu de grizzly dans cette région, seulement vu pas mal de traces, mettons. Donc, on est ici dans notre refuge perdu. C'est des terres de la Couronne. C'est un territoire privé, donc il n'y a personne d'autre qui peut aller là. Donc, nous, on a réservé cet hébergement-là. C'est que nous et on a un territoire immense que pour nous, que pour la randonnée hors sentier. Alors, vous voyez, il y a des tentes des fois parce que des gens veulent un petit peu plus d'intimité en tente. On fournit le matériel pour ça si tel est votre désir. Il y a eu, dans le cas de COVID à l'époque aussi, là, un petit peu plus de restrictions par rapport à la possibilité de dormir à l'intérieur. Donc, on demandait sur une base volontaire si des gens voulaient aller dormir à l'extérieur. Et puis, à chaque fois, il fallait se battre pour
qu'il reste du monde en dedans, je vous dirais. Voilà. Et donc, c'est ce magnifique refuge. Là, on propose 2 randonnées d'un côté et de l'autre du massif. On est vraiment en immersion. Ça, c'est des photos que j'ai faites où je trouvais que les fenêtres devenaient quasiment des cadres d'art. Donc, c'est une belle toile, mais non, c'est la vue que tu as sur l'extérieur. C'est un refuge rustique, mais confortable. Moi, je l'aime beaucoup. Tout est chauffé au gaz. On peut se faire des super bouffes en jouant avec le feu à l'extérieur, notre belle petite cuisinière et différentes sources de chaleur. Donc, on ne lésine pas du tout sur la bouffe. Tout est transporté en hélicoptère pour monter. Donc, steak Angus, Triple A, des pommes de terre, des légumes grillés. On se fait des fois des apéros post-randonnée avec des nachos, un petit peu d'agrément. Bref, c'est du bon temps parce que c'est vraiment ça la vision, là, effort et confort là, qu'on a dans ce coin du pays. Voilà. Donc, des randos qui sont, je vous dis, en backcountry. Donc, du backcountry, là, c'est hors sentier. Aucun sentier. On n'est qu'en orientation carte boussole GPS. OK? J'essaie de faire participer les gens là-dedans. C'est de trouver les voies les plus, excusez mes anglicismes, là, wise, là, les plus logiques pour se promener dans ce type de terrain. Des fois, même pour rentrer dans la zone alpine, il faut passer à travers les forêts, donc c'est vraiment pas évident. On essaie de se mouiller le moins possible les pieds, etc. Mais ça reste que le backcountry, OK, c'est comme ma vanne, ça donne une liberté incroyable. On a ce sentiment-là qu'on peut faire et aller où on veut. Il n'y a pas de contraintes vraiment, à part nos propres contraintes. Et pour ça, à chaque fois qu'on en fait, parce qu'on en fait aussi dans Dolce Vita, on en fait dans Wells Grave, évidemment, puis ici, c'est un moment très fort du voyage. Et plusieurs personnes, témoignages à l'appui, certaines personnes m'écoutent en ce moment, peuvent peut-être le confirmer, ont vraiment eu l'impression de complètement décrocher de leur existence et des tracas en étant là-bas, puisqu'il n'y a pas de réseau cellulaire, niet. On est avec des communications radio à longue portée ou téléphone satellite. Donc, tu n'as pas ton Facebook, tu n'as rien, tu n'as pas de communication extérieure. Tu as un terrain comme ça où là, tu es concentré dans le moment présent absolu. Et après ça, le soir, ben, on se fait notre bouffe, on fait un feu, on s'organise une petite vie collective. Et tout ça nous ramène à l'essentiel globalement. Et pour moi, c'est ce qui fait que ce sont des moments forts. Donc, peut-être pas le lodge le plus confortable du monde, hein, malgré qu'il est très bien, mais tout le reste l'emporte sans équivoque. Voilà. Donc, quelques petites photos prises récemment cette année. Vous donner un peu une idée là, des paysages, du type de terrain. Donc, évidemment, on va dans rien de complexe. On ne fait pas d'escalade, on ne fait pas de scramble ou très, très peu, mais on est vraiment dans ce terrain ouvert. Et puis l'après-ski ou l'après-rando, toujours sympathique, à avoir la face du monde. Voilà, et ces petits matins-là, un peu frisquets, où encore le soleil n'a pas encore éclairé la vallée où le refuge est. Tu as ton café dans les mains, tu fais un petit feu, tu prépares les toasts. Ça, c'est l'essentiel dans la vie. Voilà. Et je finis avec cette photo, du moins quelques-unes, pour vous dire que c'est beau tout ça. Hein? On a un bel hélicoptère pour monter notre stock et tout, mais on n'a pas pour revenir. Et ça, c'est une décision volontaire. Bon, l'hélicoptère coûte cher quand même dans les Rocheuses. Puis je m'étais dit, ça va être un bel exercice de limitation. Donc, ça veut dire qu'il va falloir bien gérer notre nourriture, pas aller dans le gaspillage, aller dans le minimalisme au niveau de l'équipement ou de hey, je vais-tu mettre ça ou ça ce soir? Non. Là, on y va vraiment à l'essentiel et cet exercice-là d'y aller comme ça et de savoir qu'on va devoir ramener notre matos sur 8 km, on s'entend, c'est pas énorme, et bien pour moi, permettait de faire l'exercice. Et puis ça va dans l'esprit justement que je vous nommais au départ. Et voilà, donc on en sort grandi de ça, avec un petit peu de douleur dans les épaules. Mais comme je vous dis, 8 km, c'est environ
En descendant comme ça, c'est environ 2 heures et demie, donc c'est pas si mal et ça fait une belle filée de gens, là, ces joyeux aventuriers dans la forêt canadienne. Et puis on finit par en délirer de tout ça en jouant avec la mousse des heather trees qu'on trouve. Donc, non, ce n'était pas une vedette de heavy metal, mais bien quelqu'un qui était sur une bulle. Voilà, donc on finit ça autour du Mont Robson et puis on regagne la Icefield Parkway, on redescend jusqu'à Banff, on fait une dernière soirée urbaine, on profite quand même des belles choses de Banff. Et puis le lendemain, matinée, on se balade. Je propose plein d'activités libres. Et puis selon l'horaire de vol, ben, on regagne Calgary pour revenir vers le Québec. Donc là, vous voyez, j'ai pris pas mal de temps pour expliquer tout ça parce qu'il y a plusieurs volets communs. Okay? Donc, les autres présentations sont un petit peu plus concises parce que je ne parlerai pas de toutes les formules, etc. Mais si on doit retenir en résumé les Rocheuses sauvages, ben, un voyage de 12 jours, découverte des parcs de Banff, Yoho, Jasper, 2 séjours en refuge, 2 nuitées dans Yoho, puis une de 3 nuits près de Robson. Je ne dis pas de nom, mais je ne veux pas dévoiler mes sources. Hébergement en HI, donc en auberge, sauf en hôtel à Banff et à Sunwapta. Les classiques, oui, revisiter avec un angle. Hein, comme toute chose, on peut avoir un spectre de vision ou de perception. Les villes de Canmore, Jasper rapidement, Banff aussi. Donc, c'est les petits cues à Banff, à Canmore, tout ça, voir la ville. Parce que ce sont des belles villes dans les Rocheuses, tout simplement. Puis, c'est un niveau 3 au niveau de l'effort, l'engagement. Comparativement, vous allez voir Dolce Vita, qui est plus accessible, tant au niveau des dénivelés, des temps de marche, puis de l'engagement global. Vous avez vu, on porte un peu de matériel à la sortie, un petit peu de matériel aussi qu'on va être dans le parc de Yoho avec le séjour à Stanley Mitchell. Donc, c'est un petit peu plus engageant physiquement, d'où le fait qu'il n'y a pas eu l'autorisation d'avoir une appellation Dolce Vita. Voilà. Donc, les dates, les voilà, 6 au 17, 27 au 7. C'est un voyage qui a beaucoup marché dans les années passées. Je suis persuadé que ça va encore très bien fonctionner dans l'année qui s'en vient. Alors, voilà, on commence les inscriptions là, de demain. Petite gorgée de gin des Rocheuses pour continuer. Dolce Vita maintenant. Donc, cette version des Rocheuses, donc pas des Rocheuses, mais de l'Ouest, se concentre, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu plus sur des parcs, des parcs moins connus. Donc, le parc de Waterton, tout au sud, frontière avec les États-Unis. Le massif ou la chaîne de montagnes de Lizard, le Lizard Range, autour de Fernie. Donc, il y a un superbe lodge qui est situé au milieu de tout ça. Donc, on fait des belles randonnées. En fait, ça se trouve être la prolongation finalement du Columbia Range ou la fin des Rocheuses. On est quasiment à la convergence de tout ça. Après ça, on remonte vers le nord. On a une version 12 jours, 15 jours du Dolce Vita. Alors, dans la version 12 jours, paf, on part en refuge, en backcountry pour le reste du voyage avant de terminer à Banff. Mais pour la version 15 jours, on fait une immersion dans Glacier puis dans Mount Revelstoke Provincial Park. Donc, on va un petit peu plus loin vers l'ouest. Okay? Donc, c'est peut-être celui qui a le plus de déplacements, mais encore là, c'est pas si mal à l'échelle canadienne. Donc, entre Calgary et Waterton, c'est autour de 3 heures de route. Puis entre Island Lake puis Golden, 3 heures et demie. Puis si on continue jusqu'à Revelstoke, on rajoute peut-être 1 heure et quart environ. Alors, voilà. Donc, c'est quand même, c'est le prêt à payer pour voir autant de beaux paysages, mais ça reste quand même géoconcentré. On ne se le cachera pas. Je fais une petite pause, micro-pause. Je vois pas mal de questions. Donc, les Rocheuses sauvages. Quelle est la meilleure période? Pas de départ en juillet, non. Donc, pourquoi tout ça? Parce que dans le nord de la Colombie-Britannique, il y a ce qu'on appelle la mouche. Donc, il y a ça aussi au Québec. La mouche est très agressive jusqu'en juillet, inclusivement. OK, donc vous avez vu ces beaux lacs un peu swampy là, dans les fonds de vallée. Vous pourriez perdre beaucoup de kilos là, en y allant en juillet. Donc, on préfère y aller en août. Vraiment, c'est une petite fenêtre de temps qu'on a. C'est août jusqu'à mi-septembre, point barre, parce qu'après ça commencent déjà les périodes de gel et de neige.
OK? Donc, dans nos prix, non, l'avion, si on parle bien de l'avion entre Montréal et Calgary, non, on n'a pas nécessairement d'entente ou de deal particulier avec les compagnies aériennes. Par contre, on est une agence de voyage, donc on vend à des très bons prix les Rocheuses, donc on propose des vols, c'est libre à chacun de le prendre ou pas. Voilà. Mais par contre, tous les déplacements internes, donc à partir du moment que le voyage commence et se termine, sont inclus, et ça vaut pour tous les voyages là, que je vais présenter ce soir, incluant l'hélicoptère, évidemment. Et puis, bon, la durée moyenne je vous invite à aller sur le site Internet. Je vais vous canaliser sur le site Internet. C'est des données un petit peu, en tout cas, pas full. Ça serait trop long d'en parler, mais vous allez voir les temps de marche, des fois les kilomètres quand ça vaut quelque chose là, comme information. Donc, ils sont pas mal là. Donc, comme je vous ai dit, les Rocheuses sauvages, c'est un voyage intermédiaire. Là. Donc, certaines distances peuvent frôler le 15, 18, 20 presque kilomètres. On peut avoir des dénivelés qui dépassent les 1000 mètres. Mais c'est pas, comme je vous dis, l'esprit final n'est pas de faire des kilomètres pour faire des kilomètres. Si on fait des bonnes distances de marche, c'est parce que le trek est incroyable, parce que le trek en vaut la peine, puis qu'on va tous se minder pour aller dans cet esprit-là, puis de le voir plutôt comme un beau défi que quelque chose de laborieux. OK? Mesure COVID, je vais en parler à la fin. Voilà, donc je continue dans mon Dolce Vita. On vous prend à Calgary et comme on l'a fait dans les Rocheuses sauvages, on ne reste pas à Calgary. Donc, on propose en pré-nuit, si ça vous dit. On descend vers le sud et là, on est dans une région des Rocheuses que peut-être que vous voyez moins ou peut-être avez moins vu, mais c'est tout ce qu'on appelle le foothill. Donc, le foothill, ce sont des collines, des plaines, des plateaux, vraiment, où il y a de l'élevage puis de l'agriculture, surtout en allant vers le sud. Donc, c'est dénudé, ces paysages, quasiment, c'est la fin des beaux paysages des prairies, finalement, avec en trame de fond les Rocheuses. Et c'est ce qui en fait, je trouve, un paysage unique, particulier, et ce qui fait que c'est mon coup de cœur, je vous dirais, à Waterton, à cause que ça détonne plus, parce que les chaînes de montagne un peu partout dans le monde finissent toujours un peu par se ressembler, mais là, je vois le Marlboro Man, je vois les Cowboys de l'Ouest, je vois plein de choses de mon enfance à travers ça. Je vois les mythes amérindiens ou autochtones, disons-le comme ça, et tout, qu'on va essayer d'explorer, essayer de saisir toute la population, la civilisation Blackfoot qu'on retrouve dans le sud de l'Alberta. C'est super important. Des techniques de chasse particulières comme ici, à Smashing Buffalo Head Jump, ou en tout cas quelque chose du genre, où là, il y a une technique de chasse unique. Donc, tout ça, on l'a ici, Head Smash in Buffalo Jump. Ça, c'est sur la route vers Waterton. L'histoire des bisons, le grand génocide relié à l'histoire des populations autochtones et relié aux bisons, tout ça. Donc, il y a une belle trame narrative là, qu'on a ici dans Waterton. Qu'on n'aura peut-être pas ailleurs. Okay? Donc, on va y porter une attention particulière. S'arrêter sur le bord de la route, prendre des photos. C'est ça le trip des Rocheuses. C'est comme je reviens avec l'idée de cette liberté que le road trip nous permet. On se pose à Waterton, donc on a un hébergement dans le village. Donc, le village de Waterton est dans le parc national. Donc, c'est vraiment un micro-village très peu développé étant donné les limitations. Donc, d'avoir un hébergement là, c'est en soi quelque chose de particulier. Alors, c'est situé sur le bord du lac Waterton avec ce super Prince of Wales Hotel, donc un peu vieillot, là, mais qui fait partie de la grande chaîne des Fairmont de l'époque du développement de l'Ouest avec le chemin de fer, etc., etc. Donc, le parc de Waterton est superbe. Chaîne de montagne et lac, c'est aussi une immense lac, je vous dirais. Et plusieurs randonnées sont possibles. Et je vois une question là qui m'achale. Donc, oui, est-ce que je veux parler des Rocheuses Badlands? Je vais essayer. OK, sinon, vous aurez la version enregistrée, je vais continuer de la faire, puis vous allez pouvoir voir. Mais sachez que dans le voyage famille Rocheuse Badlands, on passe du temps à Waterton. Donc, on ne fera peut-être pas tous les treks intenses, certains plus orientés famille, évidemment, mais c'est pas mal le topo qu'on va avoir dans un cas comme dans l'autre. Okay? Donc, le trek de Bertha Lake ici qui mène vers des belles chutes.
Cameron Lake, etc. Donc, plusieurs options de trek. Donc, on ne sont pas encore nécessairement définis. Quelques grands classiques. Les deux highlights, selon moi, c'est Traverse de Carthew et Alderson, qu'on voit ici avec ces lacs, puis cette espèce de géomorphologie très ferreuse, très ocre, superbe. Donc, qui est une traversée linéaire. Puis le Lyneham, superbe trek en crête de montagne. On peut déconner comme on veut, mais c'est vraiment une géomorphologie qui est distincte par rapport au reste des rocheuses, même par rapport aux rocheuses sauvages. Autre option, Crypt Lake, donc qui est situé là au bord du lac de Waterton. On doit prendre un bateau pour s'y rendre. Et là, c'est un trek aller-retour en fond de vallée glaciaire. On va aller flirter avec les Amerlocs, les Américains, parce qu'on va être vraiment collé sur la frontière. Le parc de Waterton est collé avec le parc de Glacier USA, donc créé en 1895, qui se veut comme étant un parc, donc les valeurs nord-américaines de créer des parcs, première des choses, mais aussi d'asseoir cette fameuse frontière entre les deux nations en créant un parc commun. Donc, c'est un peu comme un acte de paix entre les deux nations, puisque tout le long du 19e siècle, ils ont été un peu en conflit. La création du chemin de fer canadien, c'est cette volonté d'unir d'une marée à l'autre, d'une mer à l'autre, le fameux concept de Canada. Donc, au 49e parallèle, au sud de l'Alberta, se trouvent ces deux parcs. Donc, c'est là vraiment qu'on va aller marcher et c'est un superbe trek. Un petit peu vertigineux, mais pas trop parce que les photos rendent mal, mais c'est quand même, c'est pas le grand vide à la droite. Et donc, une immersion comme ça qui nous mène vers finalement un cirque. Et c'est un bel aller-retour. En fin de journée, on va à Red Rock Canyon. Pour les familles, c'est super cool, même pour les plus grands. Donc, ça fait partie aussi du parc de Waterton. L'eau est incroyable. C'est un peu lissé par la présence des gens. Vraiment super spot pour se baigner. Puis, il faut savoir aussi que dans le sud de l'Alberta, au mois de juillet, pour le départ des Badlands, là, en famille, puis même avec le Dolce Vita, le premier départ, il fait chaud, il fait bon. Là. On est à 25 degrés le jour. Là. Allen Lake Lodge, donc second camp de base, disons-le comme ça, dans le Lizard Range. Donc au sud encore, on est du côté de Fernie, au sud du pays. Et là, vous voyez les spots isolés comme ça. Et là, on a ce terrain de jeu en arrière de nous qui nous permet vraiment de faire des superbes randonnées à partir d'un superbe lieu qui offre une table incroyable et un contexte d'hébergement qui est unique. Là. Fait que ça, c'est ça. Donc, dans le Dolce Vita, le côté épicurien va ressortir. Là. Donc, on se fait plaisir. Okay? Et ça, c'est pas peu dire. Donc, on y va avec des restos, des fois, avec des hébergements comme ça qui nous offrent des repas. On y va par l'expérience un peu épicurienne des produits locaux. Moi, je tripe sur le gin. À Revelstoke, une super distillerie, mais on en a partout, on en a pour tous les goûts. Hein? C'est pas juste l'alcool, le trip. On est là-dedans, on est aussi beaucoup là-dedans avec la cuisine qu'on va faire. Okay? Et j'ose le dire, là, je pense que nous, les guides, par notre expérience culinaire, par notre expérience de vie, etc., on peut faire un trip digne de ce nom culinaire en refuge. Et c'est ce qu'on verra plus tard. Oui, la bouffe, c'est inclus. Il y a quelques exclusions de nourriture. Parce que je vois les questions qui passent. Julie, je saute un peu là. Mais oui, vous regarderez sur le site Internet, les inclusions et exclusions sont précisées. Donc, des fois, on laisse des repas libres. Libres dans le sens que c'est votre portefeuille, là, parce que bon, c'est peut-être en plus en ville, mais c'est quand même dans une mouvance de groupe qu'on y va. C'est juste parce que des fois, il y a des gens qui ont différents budgets ou différents goûts, donc on ne veut pas nécessairement toujours négocier des expériences menus, mais à Allen Lake Lodge, puis dans plusieurs endroits du trek des Dolce Vita, là, c'est les repas inclus. Voilà. Donc, je suis toujours dans le Lizard Range avec des beaux hikes qu'on fait, toujours à partir de l'hébergement. Ça aussi, ça vaut de l'or, de partir, pas de déplacement en véhicule. Donc voilà. Julien, ta question, je ne suis pas capable de répondre là. Il faut que je regarde mon tableau de dates. Mais les dates sont sur le site, mais oui, c'est possible des aligner. Revelstoke,
les grands parcs. Donc, ça, c'est l'extension de 3 jours qu'on fait dans le deuxième départ de Dolce Vita, celui du 27 août. Okay? Et là, on va se planter dans un ranch. On n'avait pas encore exploité le côté cowboy de l'Ouest, donc un ranch privé. Donc, c'est un hébergement, on se comprendra bien, là. Et là, encore une fois, on a des superbes cuisines, on a différents types de chambres, une grande salle commune et un beau setup à l'extérieur pour avoir du plaisir. Donc, on va rester 3 nuitées là et ça devient notre camp de base, comme l'a été Island Lake, comme l'a été l'hôtel à Waterton et comme elle sera le refuge bientôt que je vais présenter. Et on fait la bouffe, on vit notre vie commune, on vit notre bulle. Donc, pour faire un petit aparté avec la COVID, ben, c'est ça. L'idée de ce voyage, on va partager un lieu, comment dire, serré, disons comme ça, un lieu, une proximité dans le déplacement en véhicule, donc dans les transports. On va avoir une proximité dans toutes les étapes de confection de repas, etc. Donc, non, il n'y aura pas de distanciation sociale assurée. Il n'y aura pas le port du masque tout le temps. Par contre, on va demander, évidemment, aux voyageurs d'être dûment vaccinés, d'avoir prévu, en tout cas, son départ en fonction de peut-être s'être limité au niveau des contacts sociaux là, avant de partir, de manière à ce qu'on ait une certaine assurance ensemble que notre groupe peut constituer une bulle et c'est plutôt vis-à-vis les autres qu'on va se protéger puis respecter évidemment toutes les règles et les consignes de santé publique. Donc ça, c'est mon aparté COVID. Le reste, on peut en parler de vive voix ensemble. Donc c'est ça, c'est un engagement collectif là, qu'on se fait, une confiance qu'on se donne par rapport à ça. Je continue dans mon parc de Glacier avec ici le Watt, un superbe glacier, des superbes randonnées, donc il va falloir vraiment bien sélectionner. On est juste là 3 jours. Là. Le parc du Mont Revelstoke aussi offre des treks incroyables, plutôt en montagne, autour de lacs. On est dans un paysage un petit peu plus doux, un petit peu moins agressif que les Rocheuses même, mais ça reste quand même des gros highlights des Rocheuses. Donc, pour moi, j'essaie de dire hey, comment ça, on ne va pas dans Glacier? Avec le second départ de Dolce Vita, c'est possible. On a donc l'immersion finale, là, donc un peu comme dans l'esprit du refuge de Rocheuse Sauvage. On va dans un lodge privatisé, une cabine, et on est, vous voyez, même à droite, là, c'est un sauna, etc. Donc, c'est pas le grand confort, mais c'est fort sympathique. Salle commune, toutes sortes d'endroits. Donc, attendez, on me fait apparaître, vous voyez, on vous fait apparaître un sondage en ce moment. Alors, on vous invite à y répondre. Ça nous permet un petit peu cibler davantage, un petit peu mieux les gens en fonction de vos intérêts. Et là, je l'ai collé dans... OK, c'est bon. Donc, on continue avec le refuge Amisqui, son petit nom, qui est situé aux abords du parc de Yoho. Et là, Julie, j'ai un sondage d'en face qui ne veut pas décoller. Excusez. Juste, il faut pas que tu l'arrêtes. Normalement, tu as petit bouton orange pour le cacher. OK, cool. Mes pitons ne répondent pas toujours. Bref, on y va en hélicoptère là-bas. Aller-retour. Aller-retour. Donc, on amène tout le matériel essentiel. On va cuisiner pendant 4 jours. On va être en hébergement, en immersion dans les Rocheuses. Fait que, collé sur le parc de Yoho, comme je vous disais. Et là, on voit d'autres voyageurs qui s'y rendent par leurs propres moyens, parce que c'est aussi possible d'aller dans cette région-là par ses propres moyens. Mais là, donc, on est dans ce type de paysage. Donc, Yoho, tout au nord, comme on a présenté un peu dans le cadre du Rocheuse Sauvage, a un superbe environnement de montagne. On est dans les Rocheuses même. Mais là, on est hors sentier, donc il n'y a pas d'accès routier, il n'y a pas rien. Donc, c'est vraiment privatisé. On est à peu près les seuls, à part les marcheurs un petit peu plus aventureux qui voudraient s'y rendre, là, mais c'est juste que nous qui faut être là pendant les 4 jours. On cuisine en gang, on se fait plaisir. Donc ça va être soirée matin. On fait les lunchs toujours pour le midi. Tout ça, évidemment, est inclus dans l'expérience. Et là, différents pôles qui sont intéressants autour d'un biscuit
Crystal Range ici, avec le Crystal Ridge, pardon. On a le mont des Poilus, wow, ça, monté par des alpinistes suisses au 19e siècle, d'où le nom. Et superbe glacier, montagne de plus de 3100 mètres. Donc, ça, c'est tout dans l'environnement autour du refuge, le lac Amiskwi lui-même, les crêtes de montagne, les vallées glaciaires qu'on peut très bien voir ici, là, le retrait des glaces. Tu vois que ça remonte à pas si longtemps que ça. Et cette espèce de liberté qu'on a, encore une fois, de pouvoir s'asseoir et contempler ce paysage grandiose. Donc, 4 jours en immersion, puis on sort en hélicoptère à Golden, on fait la route jusqu'à Banff pour terminer le voyage. Donc, même chose, là, ça revient, l'esprit ici reste le même que dans Rocheuse sauvage. Donc, si on résume un premier voyage, donc un premier départ de 12 jours qui est en juillet et un second de 15 jours qui est à la fin août. Découverte des parcs nationaux, donc de Waterton, Yoro, tout moins sa frontière, et celui de Glacier dans la version 15 jours. Un 5 jours en refuge privé, oui, de 3 nuits, donc c'est que nous. Hébergement en lodge, 4 étoiles, en ranch privé, puis en hôtel de charme. Ça, c'est un peu tout ce qu'on a vu avant au niveau de l'hébergement, d'où son appellation contrôlée Dolce Vita. Puis aussi par rapport à l'expérience culinaire qu'on essaie de rehausser, de mettre on veut vraiment vous faire vivre une expérience forte à tous les niveaux dans ce voyage. Donc, quelques petits coins moins fréquentés des Rocheuses, comme j'ai parlé tantôt avec Fernie. La ville elle-même de Fernie, Waterton, Golden. Golden, un petit peu plus banal, mais quand même, ça a son charme chez les vrais locals. Banff, et puis un niveau un petit peu plus accessible par le nombre de kilomètres, les dénivelés, etc. qu'on aura. Donc, c'est vraiment un Dolce Vita dans sa formule. Avez-vous des formules de trek de course à pied? Non, malheureusement. Mais tous ces voyages-là peuvent se faire en course à pied, si vous voulez. Donc voilà, je termine avec Wells Gray. Puis les gens qui ont des questions pour Badlands, je pense qu'étant donné ma capacité d'être concis dans le temps, ça va être un défi. Quelques petites photos, ceux qui voudront bien rester pourront rester. Mais je termine à l'instant avec Wells Gray. Donc, départ donc, des Dolce Vita pour terminer, donc 15 au 26 juillet, 27 août au 10 septembre, 7 à 12 voyageurs, donc un groupe un petit peu plus gros. Et à partir de 8, on est 2 guides, donc pour s'assurer de toute cette belle tâche que je vous ai promise. Donc, on veut vraiment que l'expérience soit au top. Donc, je pense qu'avec 2, de pouvoir faire des alternatives, de pouvoir faire des linéaires avec qu'un fasse le transport, de pouvoir assurer la qualité de la nourriture, etc. 2 guides, ça ne sera pas trop, puis ça fera une réelle augmentation de l'expérience. La réalité augmentée. Voilà. Donc, Julie, j'ai mis ton superbe titre, 50 nuances de Wells Gray. Donc, qui est le voyage qu'on propose dans ce parc, un superbe parc qu'on trouve sur l'axe plutôt central de la Colombie-Britannique, dans un environnement volcanique, donc constitué d'abord d'éruptions volcaniques, dont plusieurs sommets sont d'anciens volcans, mais des volcans qui ont été bien sablés avec les différentes aires de glaciation. Donc, ça donne quand même une géomorphologie, une géographie qui est originale par rapport aux 2 que je vous ai présentés, voire même originale dans le Canada au complet. C'est des belles vallées luxuriantes, très riches en diverses plantes et tout, et ça, j'y reviendrai plus tard pour prouver mes dires. Vous avez vu les petites fleurs et tout, donc on fait un départ en juillet pour justement aller dans cette ambiance. Donc, on géolocalise un peu ici. Kamloops, arrivé en avion. On monte vers le nord, un transfert privé. On arrive à Clearwater, on se pose. On a une journée d'exploration dans le parc parce que le parc, oui, le trek, nous, on se concentre sur une région dans le sud, mais le parc a plein de belles choses à offrir. Donc, on va aller voir quelques classiques, etc. On revient, donc c'est comme une journée, un day hike finalement, en voiture. Et après ça, on part en randonnée, 8 jours. Donc, 8 jours, 7 nuits dans le parc de Wells Gray. Dans le sud, là, j'ai essayé de faire de l'infographie, mais bon, vous voyez la petite banane verte, pas verte, mais bleue, là, c'est à peu près ce coin-là du parc, tout au sud. Et on va marcher
de refuge en refuge, donc 3 refuges distincts du sud au nord, et on va rayonner souvent. Des fois, on fait 2 nuits, même des fois 3 nuits, et on va rayonner à partir de ces endroits-là. Donc, on fait une espèce de grande demi-lune, là, si vous voulez, là, à partir de l'axe routier. Petite pause de seconde. Donc, pour ceux qui savent, j'ai un chat à la maison qui, à chaque fois qu'il y a une porte fermée, ça l'angoisse. Alors, je préfère laisser venir parmi nous. Donc, on est à Clearwater. Clearwater, c'est une ville un peu banale, mais bon, il y a quand même des petits endroits sympathiques, mais c'est le camp de base logique naturel pour aller dans Wells Gray. Donc, on a découvert un motel 2.0 superbe, situé à côté du lac. Pas d'ambiguïté, c'est là qu'on va dormir. Donc, ça va être notre camp de base 2 nuitées avant puis une nuitée après le trek. Et puis, on va juste avoir du bon temps à Clearwater. Puis, comme je l'ai dit, c'est la porte d'entrée vers le parc parce que dans cette journée-là, on va plutôt marcher, faire des petites hikes, aller chercher des points de vue sur quelques chutes et des très belles chutes qui sont constituées dans des collines ou des montagnes de roches volcaniques empilées. Donc, c'est vraiment des paysages qui sont assez différents là, que ce qu'on peut avoir ailleurs dans les Rocheuses. Donc, ça, on va aller explorer ça à pied dans notre journée d'exploration avant de se lancer dans notre trek de 8 jours. Donc, on va être accompagné à partir de ce moment-là d'un guide attitré. Donc, c'est un guide qui vit dans la région, qui connaît très bien Wells Gray. Donc, le guide caravanier fera la paire avec ce guide-là et il va nous amener dans son territoire, sur ses terres, à lui, évidemment, mais sur les terres qu'il connaît et les refuges qu'il gère. Donc, et là, c'est une immersion dans le territoire. Donc, imaginez un trek en itinérance, comme ça, où on se pose deux fois parce qu'au niveau du transport de bagages et tout, là, on y va vraiment au minimum parce que tous les refuges sont bien équipés, mais ça reste que ça fait du bien deux fois d'y aller à l'âge. Et voilà, on marche dans cet environnement très fleuri, souvent en début de saison, dans des collines. Des fois, donc le paysage ou le relief va beaucoup varier d'une journée à l'autre selon la région, mais encore une fois, c'est très géoconcentré. Et là, c'est le plaisir de faire un refuge en refuge cette nuit de temps. Donc, ça, dans les Rocheuses, pour plein de raisons, c'est impossible à faire. Les refuges sont soit fermés l'été, sont soit que attitrés pour des fins privées ou sont soit trop éloignés l'un de l'autre. Là, on a ça dans Wells Gray. Donc, c'est encore une fois, vous voulez déconnecter, vous voulez faire une plus grande immersion en territoire backcountry. Je dis backcountry, mais des fois, il y a des sentiers, là, mais avoir pas de connexion ou presque pas de connexion, puis rester juste en mode nature sans déplacement en véhicule, Wells Gray est vraiment le voyage parfait pour vous. Oui, donc le guide local est francophone, donc c'est un Québécois exilé, ça fait des années qu'il est là-bas. Donc voilà, puis on collabore avec lui quand même depuis, ça va être la deuxième année, troisième départ, là, donc ça commence à un bon lien, un bon match qui se fait. On voit un petit aperçu là, des refuges. Alors, ce sont quand même des refuges confortables de base, un peu similaires à ce qu'on a pu voir dans Rocheuse Sauvage, mais qui ont toutes les commodités, eau chaude, petits blocs sanitaires, toilettes à l'extérieur, disons-le comme ça. Donc voilà, c'est vraiment, c'est très correct. Évidemment, on n'est pas dans la Dolce Vita ici, plus basique, mais c'est, comme je le répète, cette opportunité unique de faire du refuge en refuge dans l'Ouest. Voilà, petite neige de printemps qui reste au sol. On change d'environnement. Vous voyez ici, par rapport à ce qu'on a pu voir au niveau des fleurs et tout, ça peut aller dans les montagnes, vont aussi dans les 2000 mètres à peu près. Les refuges souvent flirtent avec entre 1900 et 2100 mètres. Donc, on est dans une altitude moyenne par rapport aux Rocheuses, mais ce n'est pas une basse altitude. Donc, c'est quand même à considérer par rapport des fois à la météo que ça peut donner. C'est toujours très ça surprend toujours la météo des Rocheuses. Puis au-delà de 2000 mètres, on peut s'attendre à tout. Alors, voilà. Les lacs Philippe, un beau petit enchaînement de lacs qu'on retrouve plutôt dans le nord, la région où on va être. C'est l'endroit photogénique
du coin. Des fois, ça fait un petit peu plus ennuagé, mais bon, c'est ça. Encore une fois, deuxième refuge ici qu'on présente. Environnement plutôt de lac. Donc, tu sais, le BC, la Colombie-Britannique, c'est ça. On est moins dans l'austérité rocheuse et altitude de la chaîne principale des Rocheuses. On est plutôt dans un environnement plutôt, je dirais, verdoyant, un petit peu plus, pas mal plus humide, étant donné le fait que le climat du Pacifique se dirige vers l'est et tape les Rocheuses et revient. Donc, ça fait que toute la bande centrale des Rocheuses a quelque chose de beaucoup plus verdoyant, de plus, plus humide comme environnement. Donc, peut-être une météo aussi un petit peu plus capricieuse, mais quand même, ça donne son lot de bonnes choses. Donc, puis avec le niveau d'effort pour ce voyage-là, donc je finirai avec cette information-là, mais c'est des étapes qui ne sont pas très longues, donc je dirais on est niveau 2, niveau 3. On oscille entre les deux, étant donné que c'est quand même un trek en itinérance, donc on porte le minimum de choses. Donc, pour ça, c'est un petit peu plus engageant, puis que ce n'est pas en mode randonnée journalière. Donc, c'est pour ça qu'on le met, je dirais 2+, pour être précis par rapport à nos cotations et notre spectre de difficultés chez Caravanier. Et là, je finis avec ce dernier refuge-là. De pouvoir dire tu finis ta journée là, en descendant comme ça au refuge, là, tu sais que tu vas t'installer dans tes petites choses, que ton guide va te faire une bonne bouffe, puis qu'on va participer ensemble, puis peut-être qu'on aura transporté une petite bière, puis on va la craquer sur la terrasse. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le réconfort parfait, minimaliste dans le cadre d'un trek dans les Rocheuses. Voilà. Et des fois, les petites sorties de fin de journée, aller voir le coucher de soleil, aller s'imprégner de l'ambiance avec ces couleurs-là qui sont géniales. Donc, voilà, grosso modo pour Wells Gray, 7 jours. Puis on vient à Clearwater, puis à Clearwater, ben, il y a des lacs, puis il y a des canaux, puis on peut s'amuser. fait que voilà, donc c'est un voyage de 11 jours, un petit peu plus court que les autres. Donc on découvre en profondeur le parc de Wells Gray. On ne va pas sur d'autres parcs, c'est que celui-là. Puis en particulier une région du parc de Wells Gray. C'est un séjour 7 nuits, donc 8 jours en refuge, il y en a 3. Hébergement en motel 2.0 à Clearwater. Exploration du parc, c'est une géomorphologie-là que j'ai décrite. Et Kamloops, Clearwater, bon, ce pas des gros highlights, mais c'est pas grave, ce sont les villes qu'on va visiter, puis le niveau d'effort pour distinguer par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment entre le Dolce Vita et le Rocheuse Sauvage. Départ, un seul départ, 10 personnes. Donc, quand je dis ça avec ma capacité d'être acteur, c'est pour vous faire comprendre que celui-là, on pense ça va se concentrer vite, ça va se remplir vite. Donc, on a un seul départ parce que c'est difficile de réserver tout ça. C'est complexe et puis il y a beaucoup d'engagement. Donc, on vous invite à évidemment y réfléchir, mais cet été, ça va se passer dans les Rocheuses. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à COVID, pas COVID. Là. On a réussi à faire des treks des Rocheuses en 2020, en 2021, sans contrainte. 2022, pour nous, c'est sans contrainte. Je ne dis pas de contrainte COVID, là, mais je veux dire l'impossibilité de voyager, très peu probable. Donc, un seul départ, puis une très bonne période de l'année aussi pour le faire. Donc, on est un petit peu passé les froids de juin. On est dans le plus beau de la saison. C'est encore la floraison possible. Donc, ouais, voilà. Donc, ça complète ma présentation de Wells Gray. Je prendrai des questions. Puis, comme je vous ai dit, là, je vois qu'il y en a pas mal des questions, mais si vous avez une attention particulière pour le Badlands et Sud Rocheuse, je vais en parler après. Je vais faire comme une fin, là, puis après ça, vous resterez. OK? Donc, posez vos questions dans le QR, puis je vais les lire, puis on va y répondre. Là, plusieurs ont déjà été faites. Là. Est-ce que du café chaud est inclus? Évidemment. Comment peut-on évaluer si nous avons la forme physique? Bien, écoutez, tous ces voyages-là, c'est des voyages de randonnée.
sans ambiguïté. Donc, 12 jours, 11 jours, peu importe. Il y a toujours à un moment donné, on ponctue des journées plus simples, moins engageantes pour justement un peu changer la rime, se reposer. Mais ça va rester que, oui, sur papier, on peut regarder tout ça et faire wow, OK, c'est un gros, des bons voyages de trek, mais ça reste que ça va devenir rapidement une gymnastique. Le corps va quasiment en redemander, mais c'est conditionnel au fait, évidemment, d'être déjà des personnes actives. OK? Mais il ne faut pas s'arrêter trop, je vous dirais, par rapport au fait que c'est tant de jours de marche consécutifs, puis tout ça. Non, ça, c'est pas ça. La réalité réelle, elle ne réside pas là parce qu'il y aura toujours un reset, si vous voulez, ou une mise à niveau, une recharge du corps par le fait qu'on a des hébergements confortables, qu'on va avoir la bonne nourriture, souvent accès à l'eau chaude, etc., l'hygiène. Fait que, tu sais, le corps se remet, puis c'est pas ça. Mais oui, de pouvoir marcher, dans certains cas, des journées presque de 8 heures, il faut avoir déjà un peu l'expérience de ça. Et puis si ce n'est pas le cas, ben, il vous reste 6-7 mois pour vous mettre dedans. Rien en mai, en juin. Non, ben, les Rocheuses, en fait, c'est que la saison est vraiment très limitée. Je dirais fin juin, on pourrait avoir certaines choses sympathiques, mais c'est très limité au niveau du climat, au niveau des fenêtres de beau temps, puis de l'enneigement. Donc, l'enneigement dans les montagnes, il reste là jusqu'au tout début juin, puis il repart au début septembre. Donc, dans notre groupe des Rocheuses sauvages de l'été dernier, le 30 août, autour du lac Louise, il nous a tombé de la neige comme à Noël. Donc, juste pour vous dire là, que c'est 2 mois finalement de saison, qu'on étire un petit peu parce que c'est très beau aussi en septembre, là, mais c'est très niché. Donc, oui, vous pouvez faire un voyage dans les Rocheuses en mai ou en juin, mais vous allez être limité par rapport à l'accès puis les sentiers. Donc, je ne sais pas, Julie, si tu avais vu d'autres questions que je n'ai pas. On a une question de Barbara qui demande s'il n'y a pas de mouches en juillet. Je t'entends faiblement. Pardon, on a une question de Barbara qui demandait s'il y avait de la mouche en juillet, au départ de juillet dans le West Coast. La neige? La mouche. La mouche, excuse. De la mouche. Pardon? Oui, donc la mouche. Ben oui, en fait, oui, mais pas. C'est pas, c'est pas la Mauricie à la fin mai. Là. C'est-à-dire que, tu sais, oui, parce que, étant donné l'environnement, c'est-à-dire que c'est un environnement pas mal de lacs, de chutes, etc. Tu sais, c'est le principe du BC, c'est que c'est un environnement plus humide. Donc, oui, il y aura toujours ça, souvent sur les fins de journée. Ben, les extrémités de journée. Mais je veux dire, pas plus qu'au Québec. Là. Fait que c'est pas un. Ben, c'est relatif à dire est-ce que c'est une contrainte ou pas. Là, je vous laisse juger de ça. Question d'Isabelle. Si je comprends bien, on est toujours sur le voyage. OK, c'est bon. Parfait. Donc, je te laisse m'orienter un peu peut-être dans les questions. Sinon, ben, écoutez, je vous remercie de votre attention. Donc, dès demain, on est prêt à en parler. Évidemment, sur des questions plus particulières ou des angoisses propres à vous ou des joies à nous partager. Je serai là ainsi que certains de mes collègues pour répondre à vos questions. Donc, on lance en ce moment les Rocheuses parce qu'on est très convaincus que ça va tout avoir lieu cet été. On se prend plus d'avance que l'année passée pour cette raison-là. Donc, voilà, et je vous dirais qu'on a déjà des inscriptions. Les voyages ont été pas mal mis en ligne à la fin, juste avant Noël, là, finalement. Puis sans en parler, il y a eu déjà des inscriptions, peut-être par les réputations antérieures. Fait que ça va bouger. Donc, en tout, là, il y a 5 départs pour l'été 22. Voilà. Une dernière question. Oui. Julie demandait comment on peut réécouter l'enregistrement. Il suffit de nous envoyer un petit mot pour qu'on vous envoie le lien, Julie, dès demain. Et donc demain, la conférence, vous pouvez encore vous inscrire, c'est sur 2 treks, celui dans les Coastal Mountains, entre Fjord et Glacier, puis celui dans les Valhalla et Bougabouz. Donc c'est 2 circuits un petit peu plus costauds que ce que François-Xavier a présenté ce soir. Vous pouvez vous inscrire, bien sûr.
Et puis, vous pouvez nous suivre sur Facebook pour avoir toutes les dernières informations, puis lire nos courriers. Cool. Excellent. Voilà. Super. Donc, voilà. Donc, je peux prendre un petit 10 minutes à partir de maintenant. Tous les gens, je vous remercie d'avoir été présents. Même Julie, hein, si tu veux, hein. Je peux continuer avec les Badlands juste pour situer parce que ça, c'est un voyage. Et là, je commence déjà à en parler. Merci Marie-Pierre. À bientôt. Tu diras salut à Karen. Donc, ouais, c'est ça. Donc, Sud Rocheuse et Badlands, c'est un voyage qu'on a monté. Ouais, peut-être un peu original là, dans sa conception, qu'on a monté l'année passée. Puis, qu'on s'est dit, bah non, on ne fera pas un groupe adulte cette année parce que, je sais pas, parce qu'il fallait faire une sélection. Maintenant, on ne peut pas tout faire là, mais on trouvait qu'il y avait quand même une fibre fondamentalement familiale. Et pour ça, parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais aller le faire, ce voyage-là en famille, parce qu'il touche à du canot, touche à du multi-activité plus. Puis ça, je trouve que ça répond bien à l'esprit familial. Puis là, on s'est dit, hey, on le transforme un peu, puis on l'oriente vraiment pour les familles. Puis c'est un voyage aussi qu'on fait, c'est-à-dire en camping, pas mal. Et qu'on sait qu'il y a toujours un enjeu de prix dans les Rocheuses, étant donné l'hébergement principalement, c'est principalement ça l'enjeu. Eh bien, pourquoi pas faire les Sud Rocheuses et Badlands en camping. Donc voilà, je vais connecter mon écran. Julie, tu étais encore là. Dis-moi si tu vois On le voit bon bien. écran. On voit, c'est tout bleu. C'est bleu avec OK, les parfait. départs du 12 et Toujours 22 peur juillet. de. OK, parfait. Excellent. Donc, je ne mettrai pas de photos de Waterton, évidemment, parce on les a tous vus, là. Mais si on se concentre là, sur la carte ici, donc, on arrive à Calgary, on se lance sur Kananaskis. Donc, on a traduit pays de Kananaskis en Kananaskis, c'est Kananaskis Country, finalement. Et de là, on va rayonner, soit par des randos ou soit par du multi-activité, comme du vélo, entre autres. Donc, du vélo qui est dans l'univers vélo de montagne, mais pas de la descente. Là. On fait des sentiers qui sont bien, mais qui sont beaux, mais qui sont au milieu des montagnes autour de Kenmore. On a aussi l'ancienne 1A. On a des treks autour de Johnston Canyon qui sont superbes. On a des gondoles qui nous mènent sur le top de Sulphur. On a plein de petites choses qui répondent bien. On a la flexibilité aussi d'adapter des fois les activités selon les goûts, parce qu'il y a toujours un guide dans la formule qu'on présente, donc un guide qui fait un peu le coordonnateur de ça, mais un voyage famille, tu as besoin de la flexibilité, tu as besoin d'avoir un petit peu plus de temps libre, alors il est pensé comme ça. Donc, 3 camps de base, j'aime ça dire ça, des camps de base. Kananaskis, Waterton, puis le trip en canot sur la rivière Milk, principalement à partir de Calgary, aller-retour. Donc, en image, donc Kananaskis. Donc, Kananaskis, c'est le début des premières hautes montagnes qu'on a dans les Rocheuses. C'est les premières montagnes qu'on va voir qu'on arrive de Calgary, puis on se dirige vers l'ouest. C'est des montagnes très érodées. C'est beaucoup de la roche sédimentaire qu'il y a là. On voit toutes les stries là, de mouvement des montagnes, etc. Donc, c'est ce qui va caractériser la géographie de Kananaskis. Bon, vous allez me dire ici, il y a cette température-là l'hiver. Non, mais je n'avais pas de photo du H-I de Kananaskis, donc l'auberge de jeunesse de Kananaskis, qui est une option d'hébergement qu'on aura. Mais ça vous donne un peu une idée, là. Les H-I dans l'ouest sont super bien situés. Il faut savoir qu'il y a des petites chambres, donc des chambres à 4, souvent 4, 2 lits superposés. Donc, ça pourrait convenir aux familles, mais on est encore en train de voir d'autres options aussi au niveau de l'hébergement. C'est un voyage qui est tout pré-réservé, mais encore un petit peu de tuning à faire à ce niveau-là. Des belles randos, donc entre autres Burstall, ici, Burstall Pass, qui nous amène sur un superbe point de vue, qui nous permet d'aller voir le mont Assiniboine. Donc, puis moi, je voulais des randonnées qui ne dépassaient pas le 10 km. Okay, pour les familles, là, c'est pas trop, là, selon l'âge, là, à partir de 8 ans, pas mal les participants. Donc,
En tout cas, je me suis basé sur mes enfants. Donc, on a pensé comme ça avec Ophélie, là, qui gère les voyages famille dans l'Ouest. Et donc, Bristol Pass fait à peine 10 km. Donc, c'est un petit peu soutenu, mais pas trop, là, mais nous permet d'avoir un superbe point de vue sur le massif environnant. Il y a aussi, bon, ça c'est Horseshoe Tent. Peut-être un peu engageant celui-là, ça reste à voir. Tu sais, selon, on peut s'adapter, comme je l'ai dit, on a la même flexibilité parce qu'on est aussi en van, puis on peut aller où on veut dans Kananaskis, puis partout. Donc, on a aussi la flexibilité de s'adapter aux gens du groupe, à l'expérience, à leur capacité de marche. Voilà. Donc, au niveau des équipements de camping, donc on fournit tout le matériel, c'est quand même des équipements de qualité. On a tout l'équipement de cuisine. Et ça, c'est quand même trippant, là. Puis c'est une formule que peut-être qu'on fera dans le futur camping dans l'Ouest avec Caravanier. On va dans des beaux sites de camping, c'est comme à Waterton. On a toutes nos tentes, nos terrains. On colle 2, 3 tables selon la taille du groupe. On a tous les gros équipements là, de cuisson pour beaucoup de gens. Et là, on se fait plaisir en plein air. Donc, on peut faire plein de choses, hein, tout à fait possible, donc, comme des gros steaks, des ambiances. Ben là, ce n'est pas des familles, vous allez me dire ici, là, parce que c'est une première hein, pour cet été. Donc, c'est des photos d'adultes que j'ai. Ça date de mes expériences un peu lointaines là, que j'ai pu faire dans ces parcs-là. Mais quand même, l'expérience culinaire de trip, de cuisine en plein air, ça va faire partie de ça. Puis je pense que les enfants trippent vraiment sur cet angle-là. Je pense qu'il y a quelques petites photos encore de Waterton et tout. Kananaskis, je suis allé, mais Waterton, vous l'avez vu dans la présentation tout à l'heure. Et là, on sera en Milk River. Donc, on est encore dans l'ambiance, on retourne dans l'ambiance foothill, plateau des Rocheuses. On est sur une rivière super importante dans l'histoire du Canada. C'est une voie de navigation entre les Rocheuses et les États-Unis. Finalement, le Missouri, ça rejoint le Missouri, ça rejoint éventuellement le Mississippi, puis la Nouvelle-Orléans. Donc, dans les voies de canotage du 19e siècle, c'est super important. Donc, c'est une rivière très sinueuse. Pourquoi la Milk River? C'est pour sa charge en calcaire. Donc, elle est très blanche, du moins à sa source. Ça va tendance à se dissoudre. Et c'est très sinueux parce que ça passe dans un environnement de roches de formation hoodoo. Donc, c'est du sandstone. Je ne sais pas le mot en français, mais donc du grès, je pense. Aidez-moi. Et donc, par le vent, par l'érosion de la rivière, eh bien, ça fait cette géomorphologie-là incroyable qu'on va retrouver tout au long de notre expédition de canot de 3 jours et 2 nuits. OK? Expédition, c'est un grand terme, mais c'est vraiment une. Wow, disons-le comme ça. Donc, c'est 3 jours de canot où on peut profiter du courant de la rivière pour ne pas toujours être en train d'aboyer à ses enfants de pagayer. Okay, donc, bon. Moi, j'ai fait 4 jours dans la véranderie avec des jeunes enfants, puis il manquait de courant, mettons. Fait que là, on l'a. Des fois, ça peut aller même jusqu'à 6-7 km à l'heure de courant. Des fois, de l'eau vive, mais on n'est pas dans des rapides. Okay? Puis c'est souvent très peu profond, fait que c'est pas un gros enjeu. Il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Fait que c'est pour ça qu'on voulait absolument avoir des guides encadreurs en canot pour faire ce voyage-là. Tous les équipements sont fournis et on est dans cet environnement-là pendant 3 jours. C'est quand même génial. Donc, vous voyez un peu, ça se dit, on va sinuer. Bref, moi je le dis, alors à travers les méandres, et ce sera camping partiellement sauvage la première nuit, complètement sauvage, first come, first serve, avec un bloc sanitaire la deuxième, et on va aboutir un petit peu plus loin, toujours avec ces paysages, dans le parc de Writing on Stone, écrit sur la roche, puisque on rentre encore une fois dans les populations autochtones Blackfoot, qui ont établi des populations quasi permanentes là, il y a longtemps. Donc, il y a des pétroglyphes, il y a des traces de la civilisation, etc. On va être avec des guides autochtones pour l'interprétation, la culture, etc. de ce type, en fait,
c'est les familles lointaines algonquines, finalement, qui avaient un mode de vie particulier étant donné le territoire. Donc, on va faire une petite immersion là-dedans. Et on va pouvoir aussi aller faire de la randonnée un petit peu plus aventureuse de l'autre côté. Mais là, attention, c'est pas dit qu'on va faire ça nécessairement avec les familles. Là. Ce sont des photos du voyage adulte, là, mais ça reste à voir. Là. Ce sera à la discrétion rendu là pour savoir si on va juste de l'autre côté du parc pour aller jouer dans le labyrinthe de Hoodoos qu'on retrouve au sud de Writing on Stone. Donc, ce sont des coulées, en fait, d'eau, étant donné le relief, qui ont tout formé ces formations de roches. Et retour vers le nord à la fin du voyage en passant par Lethbridge et son superbe pont ferroviaire. Donc, qui dit enfant dit souvent j'aime les trains. En tout cas, moi, j'aime encore les trains à mon âge. J'aime les ponts ferroviaires. Fait que je dis qu'il fallait passer par Lethbridge avant de gagner Calgary. Donc, on va arrêter de manger là-bas. Mais ça, c'est un icône du Canada et quand même un chef-d'œuvre d'architecture là, du 19e siècle. Là. Voilà. Donc, c'est un départ qui a lieu. Oups, c'est même pas à jour, mais bref, allez voir sur le site. On n'était pas full prêt pour celui-là, là, on ne pensait pas même le présenter, mais c'est un voyage. Donc, je calcule ici, c'est 12 jours, oui, ça peut aller jusqu'à 12 personnes. Puis un encadrement avec un ou deux guides ou un guide qui fera le canot supplémentaire là, pour s'assurer de la sécurité. Voilà. Merci, Julie, tu as répondu. Voilà. Donc, je suis allé relativement vite, mais bon, ça donne une bonne idée. Beaucoup de multi-activités. Là, je n'ai peut-être pas tout présenté, mais si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce voyage, je vous mets en contact avec Ophélie au bureau, qui a monté avec moi l'itinéraire, qui est spécialisé dans les voyages famille chez Caravani. Voilà. Donc, thank you very much, comme on dit au Canada. Et puis, si vous avez d'autres questions, profitez-en dans la minute qui suit. Sinon, ben, ça sera par courriel. Donc, en terminant la rencontre, ça aboutira sur, on vous envoie un lien vers le site. Et puis là, vous pouvez aller sélectionner Canada l'été, donc pour voir l'offre que j'ai présentée tout à l'heure. Et sinon, ben, vous allez avoir aussi facilement nos contacts, adresses courriel, etc. pour nous écrire ou nous appeler. Voilà. Merci beaucoup. Puis, ben, bonne soirée à vous autres.